Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 8e et malheureusement dernier cours de la physique statistique aux sciences sociales. Et donc aujourd'hui, je vais m'aventurer sur un terrain un peu plus mouvant, plus conceptuel, presque épistémologique, et essayer de conclure ce cours par un certain nombre de credos sur les directions qui me semblent intéressantes que la recherche sur ces sujets suive dans les années à venir. Je vais vous parler d'incertitude radicale, de complexité et de stabilité marginale, et essayer justement d'introduire ces sujets qui sont ce que la physique statistique a développé depuis 30 ans et qui me semblent devoir avoir un impact dans les années qui viennent en sciences sociales et en économie. Donc, la question que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est comment peut-on être rationnel dans un monde fondamentalement incertain et complexe? Une approche scientifique est-elle possible? Et si oui, sous quelle forme? Évidemment, ce problème d'un monde complexe et incertain est un très vieux problème. Donc, il y a des très grands noms, Frank Knight, Keynes, Herbert Simon, Nassim Taleb, et des concepts comme l'incertitude radicale, les signes noirs, les unknown unknowns, dont je parlerai tout à l'heure, les choses qu'on ne sait pas, dont on ne sait même pas qu'on ne les sait pas, etc. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que donc la physique statistique, ou disons la physique des systèmes complexes, ou la science des systèmes complexes, que j'essaierai de définir un peu plus tard, apporte un éclairage intéressant et nouveau sur la modélisation et la compréhension de cette thématique. Alors, je voudrais commencer par ce que vous connaissez tous, qui est l'effet papillon, le proverbial effet papillon, et le passage d'une physique du XIXe siècle qui était consacrée à des systèmes très simples, où vous pouvez calculer des trajectoires exactement, système à deux corps, etc., avec des trajectoires donc déterministes, et puis la prise de conscience que, en fait, ces systèmes dits intégrables sont des exceptions et que pratiquement tous les systèmes, dès qu'on les rend un tout petit peu plus compliqués, sont chaotiques, ce qui veut dire que les erreurs sur les paramètres qui décrivent le système ou les conditions initiales explosent exponentiellement avec le temps. Et donc, par exemple, un de ces exemples très simples, classiques, qu'on appelle le billard de Sinaï, c'est celui donc d'une particule qui se déplace sans friction à deux dimensions entre un carré et un cercle inscrit à l'intérieur de ce carré, avec des conditions limites parfaitement réfléchissantes. Et donc dans ce système, la moindre erreur sur la condition initiale, donc au bout de quelques collisions avec le cercle central, devient d'ordre 1, donc croît exponentiellement avec le temps. Et donc ce qui a conduit dans la littérature grand public, disons, à l'effet papillon, c'est-à-dire que les détails d'une tornade, son moment de formation, sa trajectoire, dépendraient de perturbations mineures telles que le battement des ailes d'un papillon lointain plusieurs semaines auparavant. Et donc ce qu'on comprend avec ces exemples de systèmes chaotiques, c'est que malgré le déterminisme, les trajectoires individuelles sont en réalité inconnaissables. En revanche, la statistique de ces trajectoires peut être déterminée et est souvent extrêmement simple. Donc, par exemple, dans le billard de Sinaï, si on attend quelques collisions avec le cercle central et qu'on se pose non pas la question du détail d'une trajectoire, mais de la probabilité de trouver la particule à un certain endroit dans la région accessible, c'est-à-dire entre le cercle et le carré, eh bien, cette densité de probabilité devient très rapidement constante. Donc, cette complexité des trajectoires se traduit par une simplicité extrême des probabilités décrivant ces trajectoires. Donc évidemment, tout ça est bien connu, et du coup, la physique statistique, en tout cas la physique statistique d'équilibre, mais aussi la théorie économique classique, prend ce point de vue probabiliste et s'appuie sur des processus stochastiques à la fois stationnaires et ergodiques. Et donc, par exemple, au cours 5, je vous avais donné une équation classique qu'on obtient dans des modèles simples de cycles économiques qui relie l'inflation à l'espérance des chocs futurs de probabilité. Et évidemment, cette espérance doit être obtenue avec une certaine description d'un processus sous-jacent. Et en général, on ne peut pas faire autrement que de supposer que le processus de choc de productivité future est un processus stationnaire qu'on peut
décrire par un certain nombre de paramètres. Mais c'est là que les choses se compliquent, c'est est-ce qu'on peut vraiment connaître non seulement tous les états futurs du monde et leurs probabilités, assigner à chaque état une probabilité. Par exemple, est-ce qu'on pouvait, même en 1980, envisager l'apparition du smartphone et calculer cette espérance de façon réaliste? Donc c'est toute la question que posait dès les années 20 Knight, Keynes et plus récemment Nassim Taleb, et qui consiste à distinguer ce que Keynes appelait le risque, c'est-à-dire effectivement des situations simples de type loterie, où on a un processus stochastique et il s'agit de calculer des espérances ou des variances par rapport à une loi de probabilité supposée connue et des états du monde tous répertoriés, et donc contraster cette vision risque avec une vision d'incertitude ou d'incertitude radicale où non seulement les états futurs du monde ne sont pas forcément connus, mais en plus la possibilité d'assigner à chaque état du monde une probabilité bien définie est extrêmement difficile, voire impossible. Alors de ce point de vue-là, certains marchés financiers, comme les marchés dérivés, les options ou les credit default spread, de façon intéressante, renseignent partiellement sur les probabilités d'événements futurs. En fait, le marché essaye de faire apparaître, par exemple, une probabilité de crack, et du coup, on peut argumenter que finalement, en rajoutant beaucoup de marchés financiers où s'échangent des probabilités, on puisse, disons, rendre connaissable, en tout cas par agrégation, des probabilités, même d'événements très faibles ou très incertains. Et donc, en fait, c'est une des justifications théoriques à l'ouverture de plus en plus de marchés dérivés. Et comme on le verra, dans certains modèles, en fait, l'ouverture de marchés dérivés de plus en plus nombreux conduit en même temps à une déstabilisation du système global. Et c'est un modèle intéressant donc, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Mais même si on a des marchés qui essayent de donner un prix ou disons, une estimation des probabilités d'événements très, très lointains, est-ce qu'on peut vraiment croire à l'agrégation des marchés? Alors j'ai beaucoup discuté de l'efficience des marchés, même des marchés non dérivés, des marchés classiques, mais est-ce qu'on peut croire à l'agrégation des marchés, l'agrégation qui est censée fournir les marchés et de faire apparaître une information inconnue de chacun d'entre nous, qui n'apparaît que grâce à cette agrégation, quand l'information est fondamentalement inconnaissable? Et donc on arrive à cette notion de unknown unknowns ou de signes noirs, et donc je rappelle Donald Rumsfeld, qui pourtant n'est pas scientifique ni même un philosophe, avait dit la chose suivante: There are known knowns, these are things we know that we know. There are known unknowns, this is to say there are things that we don't know, but there are also unknown unknowns, there are things we don't know. Et donc c'est effectivement le problème principal d'arriver à faire une science avec des événements qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Donc c'est la parabole des signes noirs de Nassim Taleb. Donc, par rapport à l'hypothèse qui est souvent faite aussi donc, dans les modèles économiques où les agents sont des optimisateurs rationnels, on a un problème parce que donc, l'hypothèse d'agents rationnels suppose une connaissance partagée du monde. Donc, je sais ce que tu sais et que tu sais ce que je sais, ce qu'on appelle common knowledge aussi, et une capacité de calcul qui est souvent irréaliste dès que le problème est un peu complexe, et j'y reviendrai en détail tout à l'heure. Donc, par exemple, le jeu des échecs, là, on connaît tous les états du monde, mais les joueurs d'échecs sont confrontés à une telle complexité combinatoire que même les meilleurs d'entre eux, évidemment, maintenant, n'arrivent plus à battre les ordinateurs parce qu'on n'arrive pas à calculer, disons, toutes les histoires possibles. Donc, même les meilleurs joueurs d'échecs, en fait, n'agissent pas de façon rationnelle. Un autre exemple plus récent, c'est ce qu'on appelle les jeux à champ moyen, qui sont censés, par exemple, décrire les mouvements d'une foule comme celle que j'ai représentée ici à la Mecque, où on suppose que chaque agent connaît les règles de comportement de tous les autres agents et est censé résoudre un problème extrêmement compliqué d'optimisation en prenant en compte de façon autocohérente ce que les autres font. Donc, dans les modèles de champ moyen, on suppose à la fois cette connaissance partagée
et on suppose aussi que les agents sont capables de résoudre des problèmes qui ne sont pas de complexité combinatoire, mais de complexité analytique, c'est-à-dire que les équations qu'il faut résoudre pour trouver la solution optimale collective, disons, sont en fait très complexes et nécessitent un ordinateur en fait en pratique. Et moi, j'avoue que je frémis un peu à l'idée de modéliser cette foule comme un fluide d'agents optimisateurs autocohérents, quand on sait justement que les mouvements de foule complètement irrationnels peuvent conduire à des catastrophes. Alors donc à nouveau, cette idée que l'hypothèse d'agents rationnels dans un monde complexe était réaliste est une idée très ancienne qui a été beaucoup développée par Herbert Simon, qui a donc introduit l'idée de rationalité limitée, bounded rationality, et surtout un autre concept qui vous verrez apparaître très naturellement dans le cadre des systèmes complexes, qui est l'idée de satisficing solution, donc qui est un mot valise formé à partir de satisfying et sufficing, qu'on pourrait traduire en français par une solution sous-optimale satissuffisante, donc qui n'est pas optimale, mais qui convient parce qu'elle permet de façon heuristique de résoudre à peu près le problème posé. Donc évidemment, on arrivera tout de suite à la conclusion que si les gens choisissent des solutions sous-optimales satisfaisantes, ils ne choisissent pas forcément la même, et donc l'idée que, comme les économistes ont discuté cette possibilité d'avoir des agents avec une rationalité limitée, mais comme ils le remarquent, there are infinitely many ways to be boundedly rational, and there's only one way to be rational. Hence, the rational choice model disciplines researchers in their modeling of economic phenomena. Donc, on préfère souvent faire l'hypothèse du as-if, donc de supposer que tout se passe comme si, soit par agrégation, soit par apprentissage, et on discutera cette idée d'apprentissage plus tard, une collectivité d'agents se comporte comme un agent représentatif rationnel, plutôt que de s'aventurer dans la jungle the wilderness de la rationalité limitée, puisque, par exemple, dès qu'on accepte cette idée de rationalité limitée, il faut introduire immédiatement l'idée d'hétérogénéité, puisque chaque agent, en principe, fera des choses un petit peu différentes. Et on verra tout à l'heure que ces décisions dans des situations complexes que les agents peuvent prendre ne sont pas marginalement différentes, enfin, ne sont pas peu différentes, elles peuvent être extrêmement différentes. Donc à ce stade, je voudrais donc introduire le concept de système complexe avec un certain nombre d'exemples. Donc, on pourrait dire que les systèmes complexes sont des systèmes où l'effet papillon dont j'ai parlé tout à l'heure est doublé en quelque sorte. On a un double effet papillon, dans le sens où on a bien compris qu'effectivement, on ne pouvait pas décrire les systèmes de façon déterministe, il fallait introduire une loi de probabilité, mais il se trouve que dans certains systèmes dits complexes, et j'en donnerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure, les probabilités elles-mêmes dépendent de façon critique des paramètres qui décrivent le modèle, des conditions initiales ou même du temps, et ça pourrait même être une définition de la complexité. Un système complexe est un système qui est décrit de façon probabiliste, mais dont la mesure elle-même, dont la loi de probabilité elle-même est chaotique en quelque sorte. Et ici, donc, je fais référence à une définition analogue qui a été proposée par Giorgio Parisi dans un article de 2007. Donc, même quand tous les états du monde sont connus, on a des systèmes, ces systèmes complexes, où les probabilités, et non plus les trajectoires, sont inconnaissables et changent aléatoirement au cours du temps. Donc il faut introduire conceptuellement l'idée de probabilité, introduire une mesure sur les lois de probabilité, et on verra donc un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Et de plus, il se trouve que les états typiques de ces systèmes sont fragiles, c'est-à-dire que justement ces probabilités peuvent changer de façon radicale quand on modifie un tout petit peu les conditions dans lesquelles le système opère. Alors donc un scénario générique pour ce type de système donc, complexe, c'est que la dynamique qui devrait conduire à l'équilibre, qui peut être une dynamique réelle pour des systèmes physiques, mais qui peut être aussi une dynamique algorithmique quand on essaye soit de simuler ces systèmes, soit de trouver des solutions optimales grâce à des algorithmes,
et Francesco Zamponi vous a donné un certain nombre d'exemples la semaine dernière. Le scénario générique, c'est que le système, la dynamique, s'arrête sur des états donc, que je vais appeler marginalement stables. Et donc une représentation un peu schématique de ce qui se passe, c'est donc dans ce diagramme qui a été... enfin, beaucoup de gens m'avaient proposé, mais j'ai extrait ce diagramme d'un article de revue sur le sujet de Marcus Müller et Mathieu Viard. Donc, schématiquement, dans l'espace des paramètres, on a une région d'état stable et puis une région d'état instable. Et la dynamique, partant d'un état instable, s'arrête à la frontière entre les états stables et les états instables. Et cette frontière a des propriétés très particulières. Elle a cette propriété de stabilité marginale sur laquelle je vais revenir dans une seconde. De même, si on part d'un état très stable, mais qu'on retire progressivement des contraintes, alors voilà par exemple un exemple que Maxwell avait déjà compris en 1864. Donc vous voyez des barres articulées ici, et donc ce système est instable dans le sens où si on appuie sur les deux points extrêmes en haut et en bas, le système évidemment s'affaisse, et il suffit de rajouter une barre incompressible entre le point gauche et le point droit pour stabiliser le système. Donc vous voyez, si on retire cette barre centrale, on arrive à un état qui est juste instable, marginalement stable. Donc l'état de stabilité marginale, c'est un état de façon générale où si on regarde la matrice de stabilité dynamique, de stabilité linéaire, le spectre des valeurs propres qui décrit cette stabilité, donc le système est stable si toutes les valeurs propres sont positives, on a une espèce de courbure qui ramène le système à l'équilibre, eh bien la stabilité marginale, c'est quand le spectre de ces valeurs propres lambda touche 0. Donc il existe des états qui sont juste à la limite entre stabilité et instabilité. Donc on voit ici un exemple numérique d'un spectre d'un système qui est marginalement stable, avec donc un spectre qui bave jusqu'à 0 et des états correspondants qui se déforment très, très facilement. Alors évidemment, c'est pas il faut un certain nombre de propriétés du système sous-jacent pour effectivement avoir cette propriété de stabilité marginale. Dans beaucoup de systèmes, des systèmes simples, le système, voilà, par exemple, si je laisse tomber cet objet sur la table, il s'arrête et puis on est dans un état qui est complètement stable. Donc évidemment, tous les systèmes n'ont pas cette propriété de stabilité marginale, mais ce qui est intéressant justement, c'est qu'un très grand nombre de ces systèmes dits complexes se retrouvent à la suite d'une dynamique naturelle dans un état fragile. Alors les exemples sont nombreux. J'ai parlé tout à l'heure de l'effet papillon proverbial. Il y a un autre système proverbial qui est proverbiable dans cette littérature qui est le tas de sable. Donc le tas de sable, la matière granulaire de façon plus générale, est donc décrite par ce qu'on appelle une transition de jamming, une transition de blocage. Et quand on fait évoluer un tas de sable, par exemple quand on augmente la pente du tas de sable, eh bien, le tas de sable se déstabilise et reste toujours au voisinage de ce point où il est marginalement stable. Et donc on a toute cette phénoménologie intéressante de réorganisation interne à longue portée dans un tas de sable ou d'avalanches qui sont les conséquences de cette criticalité en quelque sorte. En écologie, je vous ai parlé de l'idée de May, du critère de May, et que donc dans un très grand nombre de modèles, on peut montrer justement que dynamiquement, le système sature la borne de May, c'est-à-dire que le nombre d'espèces vivantes est tel qu'on est juste à ce point de stabilité marginale qui conduit à cette phénoménologie d'extinction de masse, de loi de distribution très large de nombre d'espèces qui disparaissent lors d'un événement exogène. En économie, je vous ai parlé la semaine dernière d'un modèle simple où on arrive à se convaincre que de façon naturelle, le système peut se retrouver à saturer la condition que j'avais appelée de Hawkins-Simons, c'est-à-dire que justement, il se retrouve spontanément sur ce point critique où des crises de toute taille peuvent survenir. En finance, il y a un certain nombre d'articles récents de Carl Holmes que vous avez entendu au deuxième cours, le séminaire après mon cours à la deuxième séance,
et puis un article très intéressant de Matteo Marsili et collaborateurs, où on voit qu'effectivement, augmenter le nombre de marchés dérivés, dont je parlais tout à l'heure, conduit à une instabilité systémique. Et dans le modèle de Marsili et al., si le nombre de marchés dérivés devient égal au nombre possible d'états du monde, autrement dit, si on complète les marchés, alors cette complétude des marchés s'accompagne nécessairement d'une instabilité systémique. Francesco Zamponi vous a parlé la semaine dernière de ces modèles de satisfaction de contraintes. Et dans ces modèles, génériquement, on a un diagramme de phase. Ici, avec sur l'axe des Y, le nombre de contraintes qu'on impose au système. Sur l'axe des X, un paramètre supplémentaire. Je ne vais pas revenir sur la description de ce perceptron généralisé. Mais donc, ce qu'on trouve, c'est qu'effectivement, il existe des régions entières où les états du système sont marginaux et donc possèdent cette propriété de fragilité. Et puis, donc de façon finalement assez proche de ces problèmes de satisfaction de contraintes, il y a toute la phénoménologie de ce qu'on appelle les verres de spin, dont je parlerai tout à l'heure, et qui conduisent aussi à cette marginalité. Donc le scénario générique dans ces systèmes complexes, et ce qui est représenté ici en haut à gauche, donc c'est une espèce de paysage d'énergie dans le langage de la physique, et chaque minimum correspond à un état potentiel du système. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est que donc, l'organisation générique de ces systèmes, c'est qu'on a un nombre d'optimums locaux qui est exponentiellement grand dans la taille du système, et que ces optimums locaux sont très différents les uns des autres. Par exemple, on a un optimum local qui est ici, puis un autre qui est à l'autre bout du spectre. Donc, ils sont quasiment à la même qualité du point de vue de l'optimum qu'on cherche à trouver, mais du point de vue de l'organisation interne, ils diffèrent complètement. Donc, par exemple, je représente ici un exemple que Jérôme Garnier-Brun, qui est ici, a calculé récemment, donc dans un problème d'optimisation de portefeuille, donc un exemple très différent de l'écologie ou des satisfactions de contraintes dont j'ai parlé, ou des tas de sable, mais on trouve la même phénoménologie. Alors, ce qui est représenté ici, c'est sur l'axe des X la distance entre ce qu'on pourrait appeler l'optimum optimorum, c'est-à-dire le vrai optimum du problème d'optimisation qu'on cherche à résoudre. Et sur l'axe des Y, c'est la différence entre, disons, la fonction de coût, la fonction d'utilité, ce qu'on cherche à optimiser par rapport à l'optimum. Et ce que vous voyez représenté, c'est en code couleur le nombre de solutions qu'on trouve à distance donnée de l'optimum, à la fois en distance en termes de configuration, comment les configurations diffèrent, qu'est-ce qu'on met dans son portefeuille pour optimiser le risque. La composition du portefeuille donc, est décrite par l'axe des X, et l'axe des Y, c'est, donc, comme je le disais, la quantité qu'on cherche à optimiser. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il existe un très très grand nombre de solutions qui sont quasi optimales. Donc le code couleur en rouge montre qu'il y a un très grand nombre de telles solutions, qui sont à la fois quasiment au même niveau d'optimalité que l'optimum optimorum, mais qui sont très loin dans l'espace des phases. Donc très grand nombre de solutions possibles, mais aussi difficulté exponentielle à trouver l'optimum optimorum. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a des problèmes qui sont dits NP hard, NP difficile. Pour réellement trouver, pour un système donné, pour un paramétrage donné, la vraie solution, il n'existe pas de code numérique qui permette de le faire en un temps raisonnable. Ce temps croît exponentiellement avec la taille du système. Et comme je le disais, peut-être que ce n'est pas grave parce que, en même temps, même si on ne trouve pas ce point qui est l'optimum optimorum, on peut trouver relativement facilement des optimums secondaires qui sont acceptables, donc qui sont satisfying au sens de Simon. Autre problème, disons si on veut, du point de vue théorique, c'est que non seulement ces optimums sont difficiles à trouver, mais ils sont en plus hypersensibles à la valeur des paramètres du modèle. Donc si on change un tout petit peu la spécification de la fonction d'utilité ou de la fonction coût qu'on cherche à optimiser, on change totalement la nature de l'optimum trouvé. Donc par exemple, à nouveau sur ce diagramme, on comprend intuitivement ce qui se passe. Pour un choix de paramètres, cette surface est telle qu'elle est dessinée ici, et pour un choix extrêmement peu différent,
il suffit d'une toute petite variation pour que l'optimum optimorum qui était par exemple ici, qui était vraiment le point le plus bas si on cherche à minimiser l'énergie en physique, se retrouve ailleurs. Ailleurs, on avait un optimum secondaire qui est, par une petite variation des paramètres, tout d'un coup passé en dessous de l'optimum optimorum précédent. Donc vous voyez que l'idée de trouver l'optimum dans ces cas-là a peu de sens, puisque non seulement il est difficile à trouver, mais qu'en plus, cet optimum optimorum n'a aucune robustesse par rapport à la spécification du problème. Alors quand on regarde des algorithmes où la dynamique réelle dans ce type de profil montagneux, on observe une dynamique extrêmement lente où ces optima sont visités de manière extrêmement lente. Le système passe un très grand temps proche de l'un d'entre eux avant de sauter et d'aller en voir un autre. Et donc on a évidemment dans ces systèmes une non-ergodicité, c'est-à-dire qu'à temps fini, on n'aura jamais exploré l'ensemble du paysage des énergies, et aussi cette notion d'équilibre ponctué, c'est-à-dire l'impression qu'on peut être quasiment à l'équilibre pendant un temps très long avant de tout d'un coup sauter et aller visiter une partie de l'espace des phases qu'on n'avait pas du tout visité précédemment. Donc voilà en quelques mots les propriétés phénoménologiques génériques de ces systèmes complexes dont j'ai donné une liste tout à l'heure. Alors je voudrais donc justement être plus précis sur un exemple spécifique qui est celui des vers de spin. Et cet exemple des vers de spin, je vais vous l'expliquer dans un cadre que j'appelle métaphorique, qui a finalement assez peu de réalisme, mais qui permet de comprendre que ce type de modèle apparaît relativement facilement dès qu'on se pose des problèmes en sciences sociales ou en économie. Imaginons qu'on ait donc N firmes, N entreprises et 2 régions, A et B, et que donc ces firmes sont soit en symbiose, c'est-à-dire qu'elles profitent d'être dans la même région, ou en concurrence, et donc que cette concurrence leur est plutôt défavorable si elles se trouvent être dans la même région. Donc ces firmes peuvent s'établir soit dans la région A, auquel cas on assignera à la firme I une variable que je vais appeler S tout à l'heure, qui est l'analogue d'un spin en physique, qui vaut plus 1, c'est simplement une commodité mathématique, soit dans la région B, et à ce moment-là, la firme aura un indice S égale moins 1. Et puisque donc, la localisation de ces firmes est censée augmenter ou diminuer leur productivité, on va supposer que la production totale, Y, est une production de base, Y0, plus une contribution qui provient de l'interaction entre ces firmes. Et donc, somme sur I et J de JIJ, SISJ, c'est simplement une retranscription mathématique de ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire que si 2 firmes sont au même endroit, c'est-à-dire que les 2 S sont de même signe, alors si les J correspondants sont positifs, la production augmente, et si les J correspondants sont négatifs, la production diminue. Vice-versa, si les 2 signes sont opposés, c'est-à-dire si les 2 firmes sont dans 2 régions différentes, alors l'effet est inversé, c'est-à-dire que si les firmes sont en symbiose, elles ne sont pas mises au même endroit, et donc on est dans une configuration défavorable. Alors évidemment, vous voyez, c'est un modèle très artificiel, mais qui permet simplement de voir que ce type de problème apparaît relativement naturellement. Et quand les JJ sont aléatoires, c'est-à-dire que aléatoirement, paire par paire, les JJ sont choisis de manière indépendante, alors on a ce qu'on appelle le modèle de Sherrington-Kirkpatrick en physique, donc qui est un modèle de champ moyen de systèmes magnétiques qui sont appelés des vers de spin, où justement les spins, les spins physiques, interagissent de façon aléatoire les uns avec les autres. Et donc on introduit dans ce système ce qu'on appelle de la frustration, c'est-à-dire que 2 spins l'un près de l'autre peuvent interagir de façon disons, positive, et si le 3e spin interagit de façon conflictuelle avec les 2 précédents, on peut se retrouver dans une situation où il est impossible de satisfaire tout le monde à la fois, et c'est donc ce qui introduit cette notion de frustration dans le langage du physicien. Alors que se passe-t-il dans ce système? Il se passe exactement ce que j'ai décrit de façon générique, c'est-à-dire que
l'optimisation de cette fonction de production par rapport aux variables SI, qui serait donc ce qu'un planificateur social bienveillant qui essaye de faire en sorte que ces entreprises se mettent au bon endroit pour le bien commun, eh bien, l'optimisation de ce Y par rapport à la répartition spatiale de ces firmes est un problème NP difficile, et les meilleurs algorithmes connus pour trouver la solution, c'est-à-dire l'optimum optimorum, qui est donc la répartition de ces firmes entre les deux régions, nécessite un temps exponentiellement grand dans la taille du système pour trouver donc là, en insistant sur le là, la configuration optimale, l'optimum optimorum. Donc le planificateur social bienveillant ne peut pas la trouver. Dès que n est un peu grand, c'est juste impossible. Donc ce qu'il va faire, si on essaye de décrire de manière dynamique ce qui va se passer, c'est que le planificateur va tâtonner, il va essayer des solutions et puis choisir celle qu'il obtient au bout d'un temps fini de calcul. Et donc son algorithme, comme je l'ai dit tout à l'heure, va se piéger dans un optimum local, va se piéger dans un minimum ou dans un maximum secondaire, mais finalement, c'est peut-être pas très grave parce que cet optimum est satissuffisant. Et puis, donc, la notion de chaos dont j'ai parlé, c'est que, en plus de cette difficulté algorithmique, ou finalement de façon parallèle à cette complication algorithmique, puisque c'est justement un peu l'effet dual l'un de l'autre, la complexité de l'espace des phases, la complexité de ce paysage d'énergie dans lequel il faut optimiser, conduit aussi à cette propriété de chaos. Donc, quand bien même on pourrait trouver des SI optimaux, des SI qui optimisent cette fonction de production, donc la répartition spatiale des villes à nouveau, eh bien, ce qu'on peut montrer, c'est que dans ce modèle, une modification même mineure de ces JIJ, donc de ces quantités qui décrivent la manière dont les firmes interagissent les unes avec les autres, donc si on modifie les JIJ d'une quantité d'ordre n puissance moins 1 sixième, où n est la taille du système, le nombre total de firmes, alors, comme je le disais tout à l'heure, l'optimum optimorum qu'on a trouvé pour une configuration des JIJ devient sous-optimal pour la configuration des JIJ extrêmement proches. Donc c'est ce qu'on appelle, dans ce langage des systèmes complexes, le chaos, qui n'est pas un chaos au sens des systèmes dynamiques et de l'effet papillon dont j'ai parlé au début, mais qui est un chaos au sens des probabilités, puisque justement, la probabilité de trouver le système si on est à basse température, donc si on cherche vraiment l'optimum optimorum, est localisée autour de l'optimum optimorum et va être totalement modifiée dès qu'on change un petit peu la spécification du problème. Alors, je vous avais parlé de ce problème de chaos, d'optimisation chaotique dans le problème du polymère dirigé, ce que j'avais appelé le polymère dirigé au cours 4, où on a donc la recherche d'un chemin qui passe de manière optimale parmi un certain nombre d'impuretés en physique ou de récompenses dans un langage plus d'optimisation. Et à nouveau, si on change un tout petit peu la répartition de ces obstacles ou de ces points d'attraction, on change totalement le chemin optimal emprunté par la marche optimisée. Donc non seulement le problème est difficile au sens de cette complexité algorithmique et de la croissance exponentielle du temps de calcul en fonction de la taille du problème, mais il doit être parfaitement spécifié pour avoir un sens. Si on a une toute petite incertitude sur les JIJ, par exemple, l'optimum qu'on trouverait si on était capable de résoudre le système ne serait pas du tout le même. Donc toute rationalité dans ce monde est de facto limitée, puisqu'on n'est pas capable de résoudre le problème et on n'est même pas capable de savoir ce que les autres vont choisir comme solution sous-optimale pour résoudre le même problème, puisqu'une toute petite différence dans leur appréciation de la façon dont le problème est posé, c'est-à-dire dans le choix de ces JIJ, va les conduire à un choix totalement différent. Et puis finalement, donc, dans ce problème d'ISK, donc de verre de spin en champ moyen, on a cette propriété de stabilité marginale, c'est-à-dire que si vous faites tourner une dynamique qui essaye de se rapprocher des états optimaux, eh bien cette dynamique numérique va s'arrêter de type descente de gradient, par exemple,
va s'arrêter sur des configurations qui sont marginalement stables. Donc on va retrouver ce dessin de tout à l'heure où la dynamique algorithmique conduit naturellement le système à des configurations qui sont marginalement stables, c'est-à-dire justement extrêmement fragiles à des petites perturbations supplémentaires avec une dynamique de type avalanche, de loi de puissance qu'on rencontre, comme je l'ai dit depuis le début de ce cours, à la fois dans des systèmes physiques de type tremblement de terre ou autres, mais aussi dans un certain nombre de situations, par exemple les marchés financiers. Alors à ce stade, je voudrais parler d'un sujet qui semble naturel et qui a été beaucoup discuté, qui est, bon, si on ne peut pas être rationnel, est-ce qu'on peut au moins apprendre à l'être? C'est-à-dire que la rationalité effective pourrait apparaître soit par agrégation d'agents qui ne le sont pas parfaitement, soit parce que les agents eux-mêmes, qui ont une rationalité limitée, en rejouant plusieurs fois le même jeu ou en étant plusieurs fois dans la même situation, apprennent de façon heuristique à se comporter comme s'ils étaient rationnels. Et donc ici, je cite une phrase de l'introduction d'un article de revue très bien fait que je vous conseille de Evans et Honka Poya, en finlandais, en 2013, où ils disent « In standard macroeconomic models, rational expectations can emerge in the long run, provided the agent's environment remains stationary for a sufficiently long period. » Donc c'est vraiment, en particulier après un article célèbre de Marseille et Sargent, une voie possible pour réconcilier l'idée d'agent rationnel avec la constatation que de facto la rationalité est difficile, c'est justement cette idée d'apprentissage qui convergerait à temps long vers une rationalité effective. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Est-ce que l'apprentissage peut être une réponse à cette rationalité limitée? Et effectivement, dans l'article de Marseille et Sargent et d'autres par la suite, on montre que sous certaines hypothèses restrictives, en particulier la stationnarité du monde dans lequel on vit, mais aussi l'unicité de la solution en anticipation rationnelle et d'une certaine façon la simplicité du monde dans lequel on vit, effectivement, des méthodes d'apprentissage relativement réalistes conduisent à un équilibre qui est l'équilibre en anticipation rationnelle. Donc évidemment, c'est un résultat très important parce qu'en quelque sorte, il semble pouvoir remettre en selle l'idée de rationalité, non pas comme une propriété des agents, mais comme une propriété émergente d'un équilibre dynamique. Alors évidemment, une des questions, même dans ce cadre-là, une des questions qui se pose immédiatement, c'est en combien de temps un tel équilibre peut être atteint, sachant surtout que l'idée de stationnarité dans le monde dans lequel on vit est très clairement à mettre en doute. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des téléphones portables, enfin des smartphones. Il est clair que de nombreux exemples de ce type existent et montrent que le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde même d'il y a 20 ans. Et donc Keynes avait anticipé évidemment cette critique et avait dit, c'est une citation fameuse, « In the long run, we are all dead ». Donc si l'équilibre macroéconomique émerge in the long run, peut-être que ça n'a absolument aucune pertinence pour la modélisation du monde dans lequel on est. Donc pour faire le lien entre ces leçons apprises sur les systèmes complexes et cette idée d'apprentissage, je voudrais vous donner un certain nombre d'exemples. Donc, dans cette partie 4, j'ai 3 sous-parties. La partie A, je vais vous décrire donc un monde simple, mais autoréférentiel, et on verra apparaître un problème qui justement met en doute l'hypothèse de stationnarité, qui est que ce monde simple autoréférentiel va conduire à des probabilités non ergodiques. Ensuite, dans la partie B, je vous parlerai de jeux complexes à 2 joueurs, et on verra apparaître des équilibres multiples et du chaos exactement comme j'en ai parlé pour les vers de spin par exemple. Et puis enfin, je vous parlerai d'un jeu complexe à n joueurs, de plusieurs types de jeux complexes à n joueurs, en particulier un jeu qui a été introduit, un modèle qui a été introduit par
les physiciens, à la suite d'une proposition précédente d'un économiste qui s'appelle le jeu de la minorité. Et puis je parlerai aussi d'un jeu qu'on étudie en ce moment avec Jérôme Garnier-Brun et Michael, que j'appelle le jeu SK. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est un modèle qu'on a regardé avec Roger Farmer, qui est donc un économiste, récemment, où on imagine un monde où chaque agent I essaye d'apprendre la probabilité d'un événement binaire. Donc, dans ce monde, on a, disons, deux possibilités. Une réalisation favorable à l'économie, par exemple, si on veut se placer dans un contexte d'économie, et un événement défavorable. Et donc, ces événements se produisent les uns après les autres. Il n'y a que deux types d'événements, l'événement plus et l'événement moins. Et donc, cet événement se produit avec une probabilité que j'ai appelée P ici, P majuscule. Et évidemment, la probabilité de l'événement moins est égale à 1 moins P+. Donc, on a un seul objet qui est ce P-là. Alors, chaque agent essaye d'apprendre cette valeur de P en ayant un apprentissage adaptatif, c'est-à-dire qu'il imagine que le monde est non stationnaire, et donc il essaye de mettre plus de poids à un passé proche qu'au passé lointain. Donc sa règle d'adaptation de son estimation, donc ce P gras ici, qui dépend de l'agent et qui dépend du temps, est donnée par cette règle de moyenne exponentielle, si on veut, qui s'appelle aussi constant gain learning, où donc il pondère d'un facteur 1 moins alpha son estimation précédente et d'un facteur alpha la nouvelle observation. Donc θ vaut 1 si plus est réalisé et 0 si non. Et puis l'agent naît dans ce monde avec une probabilité a priori, PI0, qui est aléatoire, par exemple uniforme entre 0 et 1. Et alors la propriété de ce modèle, ou la spécification de ce modèle qui conduit à une dynamique intéressante, c'est qu'on va supposer que la probabilité vraie, la probabilité avec laquelle l'événement se réalise, est autoréalisatrice, c'est-à-dire que c'est une fonction de la moyenne des croyances. Autrement dit, plus les gens croient que l'événement positif va se réaliser, plus effectivement cet événement se réalise. Donc on va supposer que P, ici, la probabilité vraie, est égale à une certaine fonction de l'espérance au sens de la moyenne sur I des probabilités subjectives, avec cette fonction f qui est une fonction croissante. Donc, par exemple, voilà une fonction sigmoïdale ici qui représente la dépendance de la probabilité vraie dans l'estimation, la croyance des agents dans cette probabilité. Et puis finalement, dans ce modèle, les agents meurent avec une certaine probabilité, delta, par unité de temps, et quand un agent disparaît, il est remplacé par un nouvel agent qui naît avec une connaissance imparfaite du monde, et donc qui naît avec une estimation a priori de cette probabilité qui est à nouveau distribuée, par exemple, uniformément entre 0 et 1. Alors, il y a une spécification de ce modèle qui redonne un modèle qui a été très étudié dans la littérature, qui est le modèle dit des fourmis recruteuses d'Alan Kirman. Donc, si cette fonction f est simplement l'identité, donc que la probabilité vraie est simplement la moyenne des probabilités estimées par les agents, alors on se trouve mathématiquement dans le cadre de ce que Alan Kirman avait appelé donc, le modèle des fourmis recruteuses, où dans ce cas, on est dans un cadre assez différent, où on a des fourmis qui peuvent exploiter deux sources de nourriture, et la façon dont elles décident d'aller vers la source A ou la source B dépend de leur rencontre avec d'autres fourmis qui éventuellement les recrutent et les fait changer de la source précédente vers la source de la fourmi recruteuse. Et ce qu'on trouve dans ce cas, c'est qu'à l'équilibre, qui est un drôle d'équilibre, les fourmis sont, suivant certains choix de paramètres, majoritairement en train d'exploiter une des firmes, et puis au bout d'un certain temps, pour aucune raison particulière, on a un basculement et toutes les fourmis vont se diriger vers l'autre source de nourriture. Et alors donc l'analogue dans ce problème ici, c'est que dans la spécification où f de x est égal à x, la probabilité vraie ne converge vers rien à temps long,
elle reste distribuée, et donc il faut introduire une probabilité de la probabilité. P est une probabilité, mais qui ne converge pas, et sa distribution, elle, converge vers un objet stationnaire, qui est une loi bêta, avec un paramètre, donc P puissance kappa-1, 1 moins P puissance kappa-1. Donc c'est une loi bêta qui peut être soit, si kappa est inférieur à 1, avoir une forme en U, avec une probabilité qui se pique en 0 ou en 1, soit, si kappa est supérieur à 1, une forme en U inversée, ce qui fait que c'est au contraire la probabilité 1,5 qui devient la plus probable. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, dans la limite où kappa tend vers 0, donc dans la limite où les agents vivent longtemps, si vous voulez, on a une probabilité qui est de plus en plus piquée, soit en 0, soit en 1, avec un temps de bascule qu'on avait calculé avec Rose-Moran par exemple, qui est de l'ordre de 1 sur delta. Et donc on a un modèle qui est intéressant, où on a donc une probabilité qui ne tend vers rien, qui continue à évoluer même à temps long. Donc on a une espèce de quasi-non-ergodicité, puisque pendant très très longtemps, on a l'impression que les agents s'accordent à penser que l'événement favorable est très probable, et puis tout d'un coup, ces agents s'accordent pour dire qu'au contraire, il est très défavorable. Donc on a une espèce de basculement spontané entre une phase d'optimisme et une phase de pessimisme. On peut rajouter un marché financier qui permet aux agents d'échanger, et je ne vais pas du tout en parler, mais on trouve une dynamique intéressante qui fait que dans cette population d'agents qui sont en désaccord permanent, tout le monde, il y a une petite variation en plus autour de la probabilité moyenne qui leur permet d'échanger les uns avec les autres, d'acheter et de vendre, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la probabilité à donner à l'événement futur. Et ce désaccord conduit à l'apparition d'inégalités fortes et de lois de type Pareto dans le modèle. Alors le cas f de x égale x est quand même très particulier. Si on a un cas plus générique, où par exemple la fonction est sigmoïdale, comme ici, alors on a 3 points fixes a priori, dont un qui est instable, donc 2 points fixes stables, un point fixe qu'on pourrait qualifier donc de pessimiste, et un point fixe optimiste, où la probabilité est soit proche de 0, soit proche de 1. Et ce qui va se passer dans ce modèle, c'est qu'au lieu d'avoir un temps de bascule entre optimisme et pessimisme qui est de l'ordre de 1 sur delta, donc de l'ordre de la durée de vie des agents, ici c'est très différent. Ce qu'on trouve, c'est que le temps de bascule dépend exponentiellement des paramètres. Alors l'analogie physique, et qu'on peut rendre précise dans ce modèle, c'est qu'on a une particule dans un potentiel à double puits, et que donc cette particule se retrouve coincée au fond d'une vallée, et pour pouvoir aller visiter l'autre vallée, il faut qu'elle franchisse ce qu'on appelle une barrière d'énergie. Alors tout ça est très imagé, mais on peut le rendre précis mathématiquement. Et ce qu'on trouve, c'est que en fonction des paramètres qui décrivent cette fonction f de x, on peut donner une valeur à la hauteur de la barrière delta, et le temps de bascule est exponentiellement grand dans le rapport de delta à alpha carré, alpha étant ce paramètre avec lequel on prend en compte le passé récent, la dernière information. Donc si alpha est faible, si les agents sont à longue mémoire, vous voyez que le temps de bascule est exponentiellement grand. Et non seulement il est exponentiellement grand, mais exactement comme les trajectoires d'un système dynamique dont j'ai parlé tout au début sont inconnaissables parce que la moindre erreur sur les conditions initiales ou sur la spécification du modèle conduit à une explosion exponentielle de l'erreur sur la position de la particule plus tard. Ici, la moindre erreur sur la connaissance de cette fonction f de x ou sur la connaissance de alpha conduit à un temps qui peut être des ordres de grandeur différents, même en ordre de grandeur. Donc si on prend ce modèle comme une espèce de modèle très très stylisé d'opinion et de marché financier, on pourrait interpréter le basculement entre optimisme et pessimisme comme un crack. Et donc ce que vous voyez, c'est que si le modèle sous-jacent est de cette nature, eh bien la probabilité d'un crack, qui est grosso modo 1 sur ce temps de basculement, est inconnaissable pour la même raison que les trajectoires d'un système dynamique chaotique sont inconnaissables.
Donc il est totalement illusoire d'imaginer que le marché financier puisse, par miracle, donner une valeur correcte à cette probabilité de krach. Donc, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure, l'argument selon lequel les marchés dérivés permettent de compléter en quelque sorte notre connaissance du monde est, à mon avis, intenable dans ce type de situation. Alors, on avait rencontré ce même type de basculement avec un temps exponentiel dans ce que j'avais appelé le modèle DSGE+, où j'avais introduit au cours 5 une rétroaction entre les agents, un effet de diffusion de la confiance d'un agent à l'autre, si vous vous en souvenez. Le deuxième modèle que je voudrais discuter, donc dans cette partie B, c'est celui d'un jeu complexe à 2 joueurs. Donc, ici, ceux qui ont regardé la série Queen's Gambit reconnaîtront l'image. Donc, les échecs est un jeu complexe. Ici, on va s'inspirer si vous voulez, des échecs de la façon suivante. Et c'est un modèle donc, qui a été introduit par Dawn Farmer et Tobias Gala, et Dawn Farmer reparlera de ce modèle tout à l'heure, donc je vous incite à rester pour regarder la vidéo pour en savoir plus, mais je vais quand même vous décrire ce que ce modèle suppose et quels sont les résultats qui s'inscrivent exactement dans la problématique de mon cours aujourd'hui. Donc on a 2 joueurs, disons Alice et Bob, qui jouent à un jeu dont les règles sont stables dans le temps, et chacun a n stratégies qu'il peut choisir. Donc I égale 1 à n pour Alice et J égale 1 à n pour Bob. Et à chaque fois que ces joueurs jouent, donc ils jouent de façon simultanée, ils affichent leur choix, I ou J, et ils sont rétribués suivant 2 matrices de gains, PIJ-A et PIJ-B, ce qui veut dire que si A joue I et B joue J, A gagne pi A IJ et B gagne pi B JI. Et puis on va imaginer un jeu générique, c'est-à-dire que pour ne pas faire de choix particulier, on va supposer que dans l'ensemble des règles du jeu, on fait un choix aléatoire. Donc ces pi sont par exemple des variables gaussiennes avec des valeurs moyennes nulles, une variance égale à 1. Et la chose importante, c'est la covariance entre le gain, la corrélation entre le gain de l'agent A et de l'agent B dans une situation donnée. Donc ces gains sont aléatoires, mais on va donner un aspect un peu systématique à la corrélation entre ces gains qu'on va décrire par un paramètre que j'appelle ici, ou que les auteurs appellent gamma. Donc par exemple, si gamma est positif, ça veut dire que en moyenne, quand A gagne, B gagne aussi, et donc on s'attend à une certaine forme de coopération. Alors que si gamma est négatif, voire égal à moins 1, on a un jeu à somme nulle. Si gamma est égal à moins 1, on a un jeu à somme nulle, puisque à chaque fois que A gagne une certaine quantité, B perd la même quantité. Donc on a un paramètre qui permet justement d'interpoler entre des gains, des jeux coopératifs et des jeux très compétitifs, voire à somme nulle. Donc Alice et Bob jouent des stratégies aléatoirement, avec des probabilités qui vont dépendre du temps, mais à chaque instant, Alice et Bob jouent en décidant d'une stratégie suivant un vecteur de probabilité, P1A, P2A, PNA pour Alice, et P1B, P2B, PNB pour Bob. Alors comment ces probabilités vont-elles évoluer ? Eh bien, Alice et Bob estiment la performance des stratégies en moyennant leurs gains sur un nombre de jeux qu'on va imaginer très grand entre T-1 et T. Donc, au moment où Alice et Bob réestiment leurs gains et leurs probabilités, entre ces 2 moments, ils ont joué un très grand nombre de fois, ce qui permet d'écrire des équations simplifiées pour l'évolution de ces quantités. Donc, par exemple, la quantité R, qui est le reward de l'agent A de Alice par rapport à sa stratégie I, évolue dans le temps suivant exactement le même type de règle dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avec 1 moins alpha fois son estimation au temps précédent, plus alpha
fois la moyenne de ce qu'elle a gagné entre t moins 1 et t. Et donc, cette moyenne, c'est la probabilité que l'agent B ait joué la stratégie J fois cette matrice de gain. De façon symétrique pour B, bien sûr. Et puis, une fois que ces gains estimés ont été mis à jour, les probabilités le sont aussi. Et donc, la probabilité que Alice joue la stratégie I est proportionnelle à l'exponentielle de bêta fois son gain estimé R. Et donc, on retrouve ici ces probabilités, ce modèle logit ou cette théorie du choix dont j'avais parlé précédemment, avec un paramètre bêta. Donc si bêta est très grand, ça veut dire que cette probabilité va être concentrée sur la stratégie dont le gain estimé est maximum. Et si bêta égale 0, au contraire, Alice et Bob choisissent leur stratégie de manière complètement aléatoire. Voilà, donc le modèle est complètement spécifié. Et la question qu'on se pose, c'est donc pour répondre à la question dont je parlais au début de cette partie 4, in the long run, vers quoi évolue-t-on? Alors on suppose évidemment que le jeu est complexe mais qu'il est stable, c'est-à-dire que ces matrices de gains n'évoluent pas dans le temps, ce qui est déjà une simplification extrême puisque en pratique, même cette matrice de gains pourrait évoluer. Mais ce qu'on trouve et qui est à mon avis remarquable, et donc à nouveau Informer en parlera tout à l'heure, c'est un diagramme de phase dans l'espace gamma, donc qui décrit la coopérativité des jeux, et alpha qui décrit donc cette mémoire des agents du passé pour estimer leurs gains. Un diagramme de phase très riche, avec une région du diagramme de phase où le jeu converge vers l'équilibre de Nash, ou presque vers l'équilibre de Nash. Dorian en parlera tout à l'heure. Et au contraire, deux régions plus intéressantes, en quelque sorte. Une région chaotique, où même à temps long, le système ne converge vers rien. Et puis un système où on a convergence vers des points fixes, mais ces points fixes sont en nombre exponentiellement grand, c'est-à-dire qu'à nouveau, quand le jeu démarre, on est incapable de savoir vers quel point fixe on va converger. Donc on retrouve au sein de ce modèle de théorie des jeux une phénoménologie qui est celle un peu générique des systèmes complexes. Autre exemple, autre type de jeu, donc ce que ces auteurs, Damien Chalet, Matteo Marsili et Zhang ont appelé, YC Zhang ont appelé les minority games. Et donc je vous renvoie à leur livre où donc un certain nombre d'articles sont aussi reproduits. Donc c'est un jeu qui est inspiré d'une idée de Brian Arthur, économiste de Santa Fe. Et donc le jeu peut être décrit de la manière suivante. On a maintenant non pas n stratégies et 2 agents, mais on a n agents. Et chacun de ces agents doit décider au temps t entre 2 possibilités, soit plus, soit moins, donc soit acheter, soit vendre par exemple, en fonction d'une information commune à tous les agents, mais évoluant dans le temps, muter, et donc muter peut prendre p valeurs. Donc on a p types d'informations, p types de nouvelles qui peuvent tomber, et en fonction de ces nouvelles, les agents doivent décider entre plus et moins. Alors je vais introduire le paramètre ρ, qui est le rapport entre le nombre d'agents et le nombre d'états du monde, si vous voulez, p, qui rejouera un rôle important dans 5 minutes. Et la règle de ce jeu de minorité, c'est que l'agent I gagne si il ou elle a fait le choix minoritaire. C'est-à-dire qu'une fois que tous ces choix ont été exprimés, on compte le nombre d'agents qui ont choisi plus, le nombre d'agents qui ont choisi moins. On suppose que le nombre total est impair pour simplifier. Et en fonction du camp dans lequel vous vous trouvez, eh bien, vous gagnez ou vous perdez, et vous gagnez si vous êtes minoritaire. Donc c'est une espèce de modèle très stylisé de ressources limitées, si vous voulez. Et donc dans ce modèle, il ne faut pas être dans la majorité. Alors comment les agents jouent ce jeu? Eh bien, au temps t égale 0, on donne à chaque agent un certain nombre de stratégies, par exemple 2 stratégies ou k stratégies, peu importe, ça ne changera pas beaucoup l'issue du modèle,
Donc une stratégie, c'est quoi? Une stratégie, c'est une fonction déterministe qui permet de passer d'un état du monde à une décision. Donc, comme on a P états du monde, on a en tout 2 puissance P stratégies possibles qui associent à chaque état du monde une décision. Et donc, parmi ces 2 puissance P stratégies possibles, chaque agent en prend 2, par exemple, à t égale 0, et va garder ces stratégies tout au long. Il n'aura pas le droit d'en changer, mais il aura le droit de choisir parmi ces stratégies qui lui ont été allouées au temps t égale 0, il aura le droit de choisir celle qui performe le mieux, en quelque sorte. Donc, j'insiste, c'est un peu subtil, ces stratégies, ce sac de stratégies a été fixé au temps t égale 0, mais chaque agent peut choisir la stratégie qu'il utilise en fonction de ce qu'il a observé dans le passé, et évidemment, il choisira parmi les meilleures, parmi celles qui auront le mieux performé. Donc, si vous voulez, c'est aussi, on peut l'imaginer comme un modèle d'investisseurs dans un marché financier qui font exactement ça, qui ont un certain nombre de stratégies, suivi de tendances, etc., et puis qui, en permanence, essayent de penser que c'est la stratégie qui aurait le mieux marché qu'il faut utiliser. Ce n'est pas forcément très rationnel, mais on le constate empiriquement, beaucoup de gens font comme ça. Donc voilà, le jeu est fixé. Que se passe-t-il à l'équilibre, entre guillemets? Eh bien, tout dépend de ce rapport entre nombre d'agents et nombre d'états du monde. Et ce qu'on observe, c'est ce que les physiciens appellent une transition de phase, c'est-à-dire dans le diagramme des phases, en fonction de cette quantité ρ ou 1 sur ρ, on a une phase où le nombre d'agents est faible par rapport au nombre d'états du monde, donc ρ est petit, plus petit qu'un certain ρ critique. Et dans ce cas-là, le jeu est prévisible dans le sens où la connaissance de mu, l'observation d'un état du monde, permet de prédire mieux que de façon aléatoire le signe de la moyenne petit m des SI qui vont se réaliser. Autrement dit, il est possible de suivre des stratégies qui gagnent de l'argent en moyenne. Et donc la quantité qui spécifie ce gain moyen dans le modèle est appelée H. Et donc ce que vous voyez, c'est que dans une phase ici ρ petit, pour des raisons historiques, ce qui est tracé est en fonction de 1 sur ρ, on a une prédictibilité du modèle, du jeu qui est positive, et donc des gains possibles. Au contraire, quand ρ devient plus grand que ρc, c'est-à-dire que le nombre de joueurs augmente, le jeu devient complètement imprévisible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation statistique qui survit entre l'information présentée aux agents et le signe de M, c'est-à-dire le choix qu'il aurait fallu faire pour gagner à ce jeu de la minorité. Et le point critique, le point qui sépare les deux phases, est un point qui a ses propriétés de stabilité marginale dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple qu'il est hypersensible à des petites perturbations. Si on avait spécifié les stratégies légèrement différemment, on n'aurait pas du tout eu les mêmes agents gagnants et les agents perdants. Et ce qui est intéressant, c'est que ce point critique est aussi attractif dans le sens où, imaginez un tel monde, alors tant que le jeu est prévisible, tant que les gens peuvent y jouer en gagnant de l'argent, si vous voulez, ou en y gagnant, eh bien, le nombre de joueurs va augmenter, et il va augmenter jusqu'au moment où cette prévisibilité disparaît. Et au moment où cette prévisibilité disparaît, évidemment, le jeu devient inintéressant. Si on rajoute des frais de transaction, il devient même perdant. Et donc, on sent bien que, de façon un peu métaphorique, dans un tel modèle, le système va s'auto-organiser autour du point critique, puisque dès que le nombre de joueurs baisse, les gains réapparaissent, et dès qu'il augmente, ces gains disparaissent. Donc on a un scénario assez joli, je trouve, très schématique, bien sûr. C'est à nouveau parmi ces modèles que j'ai qualifiés de métaphoriques, qui permettent de faire apparaître des scénarios, mais qui sont encore à l'heure actuelle très loin de modèles concrets du monde. Et puis finalement, donc un modèle qu'on a commencé à regarder avec Jérôme Garnier-Brun et Michael Benzaken, c'est ce que j'ai appelé le jeu SK, où on a un jeu qu'on va construire de façon à vraiment à nouveau retrouver la phénoménologie de ce modèle de verre de spin dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a n agents
I égale 1 à n. Chacun a 2 stratégies. Donc, si vous voulez, c'est un espèce de mélange, ce jeu, entre le jeu de Farmer Gala de tout à l'heure et le jeu de la minorité, où on a 2 stratégies par agent, n agents, et une interaction entre les agents. Et cette interaction se fait via un terme de type verre de spin, c'est-à-dire que le gain de l'agent I quand les autres jouent SJ est donné par un terme de ce type, SI, somme sur J des JJ, SJ. Donc on a une matrice d'influence JJ qui est non symétrique et qui décrit à nouveau des effets de coopération et de compétition. Donc vous voyez, c'est un espèce de mélange très stylisé, de modèle très stylisé où on a des agents qui sont soit en coopération, soit en compétition, qui jouent les uns avec les autres, entre guillemets, et qui doivent apprendre comment jouer optimalement dans un tel univers compliqué, mais qui est intrinsèquement stationnaire. À nouveau, les JJ dans ce modèle, en tout cas dans un premier temps, ne varient pas. Les évolutions de la probabilité de jouer une stratégie plutôt qu'une autre, donc de jouer S égale plus plutôt que S égale moins, est donnée par les équations que j'avais écrites ici, donc des équations où on joue un très grand nombre de fois avant de réestimer les gains et les probabilités. Ce sont d'ailleurs des équations que je n'ai pas nommées, mais qui s'appellent dans la littérature des équations de Sato-Crutchfield. Et alors il se trouve que les équilibres de ces équations de Sato-Crutchfield sont donnés par des équations autocohérentes qui relient les moyennes de SI. Donc MI, si vous voulez, c'est quelque chose qui est relié à la probabilité de jouer plus pour l'agent I, qui vaut 1 plus MI sur 2, et la probabilité de jouer moins vaut 1 moins MI sur 2. Donc on a à nouveau des probabilités qui sont différentes selon chaque agent, les MI sont différents, et les équations qui fixent ces MI dans l'état stationnaire sont les équations que j'ai écrites ici, MI égale tangente hyperbolique de bêta, somme sur J de JJ, MJ. Et il se trouve que ce sont des équations très connues dans le domaine de la physique, qui sont appelées les équations de champ moyen naïf. Et on sait que ces équations de champ moyen naïf ont un nombre exponentiellement grand de solutions. Et donc on retombe exactement sur la phénoménologie des verres de spin dans ce cadre de jeu. Donc si bêta est inférieur à bêta c, alors je vous rappelle ce que c'est que bêta. Bêta, c'est le paramètre qui sélectionne de façon très intense entre les différentes stratégies s'il est grand et ne sélectionne pratiquement rien s'il est petit. Les agents jouent aléatoirement. Alors, dans le cas où bêta est inférieur à bêta c, donc où les gens font un peu n'importe quoi, la seule solution triviale, c'est MI égale 0, donc tout le monde joue de façon complètement aléatoire, plus ou moins. Aucune structure n'apparaît dans cette société fictive, alors que si bêta est supérieur à bêta c, eh bien, on a un nombre de solutions qui est exponentiel en n, avec un préfacteur du n qui dépend potentiellement de bêta. Et donc ces solutions régissent la probabilité 1 plus MI sur 2 que chaque agent joue SI égale plus, et 1 moins MI sur 2 que chaque agent joue SI égale moins. Donc vous voyez un monde qui se structure, mais qui se structure dans un équilibre qui est localement stable, mais qui est imprévisible, parce que le nombre possible d'équilibres d'une telle société est exponentiellement grand, et en plus, les solutions sont marginalement stables, c'est-à-dire qu'elles sont chaotiques par rapport au choix détaillé des JJ. Si vous ne savez pas exactement l'influence que les autres ont sur vous, eh bien, c'est très difficile de savoir dans quel état la société dans son ensemble, si on veut y penser comme un espèce de modèle très stylisé, une espèce de modèle très stylisé de société, il est impossible de décrire a priori dans quel état d'équilibre cette société va évoluer. Donc on est dans cette situation qu'on peut appeler de complexité radicale, par analogie avec l'incertitude radicale de Keynes et de Knight. On a un modèle d'apprentissage qui converge vers un équilibre qui est fragile et où les probabilités elles-mêmes sont inconnaissables. Et on ne connaît même pas bien la mesure sur ces probabilités. Donc vous voyez, comme j'ai plusieurs fois insisté, M décrit une probabilité d'un événement binaire et on ne connaît pas, ou on connaît très mal dans ces modèles, la mesure sur ces probabilités. Donc,
on a besoin d'introduire la notion de probabilité, et on connaît très mal cette probabilité au carré. Donc voilà, j'en arrive à la fin de ma description donc, de l'apport des systèmes complexes à cette question de l'incertitude. Et donc je voudrais conclure en attirant donc, votre attention sur un livre que je trouve très intéressant de John Kay et Mervyn King, qui s'appelle Radical Uncertainty, Decision Making Beyond the Numbers. Et donc c'est justement un peu un tour d'horizon historique de cette notion d'incertitude radicale et de difficulté des modèles économiques à la prendre en compte. Et moi, j'ai essayé d'illustrer justement par des exemples de systèmes complexes comment cette incertitude radicale pouvait apparaître dans des modèles même statiques. Donc, pour conclure, une des questions primordiales, je pense, c'est que donc, si les agents sont rationnels, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule façon d'être rationnel, donc on devrait tous être d'accord sur les décisions à prendre, ce qui n'est clairement pas le cas. Et donc, pourquoi n'arrivons-nous pas à tomber d'accord sur un certain nombre de problèmes? Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle des marchés existent. L'existence de marchés nécessite des agents en désaccord et leur permet de fonctionner, puisque c'est ce désaccord qui va permettre aux transactions d'avoir lieu. Et ce que j'ai essayé de proposer, c'est que justement, dès qu'on a un problème complexe et sensible aux paramètres ou aux spécifications du modèle, on est restreint à des solutions satisfaisantes, en suivant Simon, qui sont nécessairement hétérogènes. Chacun va prendre une solution qui lui semble suffisante ou satisfaisante, mais qui n'est pas forcément la même, parce qu'il en existe un nombre exponentiellement grand, et que ces solutions dépendent de façon extrêmement violente de la mesure des paramètres ou de l'appréciation des paramètres. Et comme je l'ai expliqué, en plus, on connaît mal la mesure sur ces solutions satisfaisantes, donc c'est un niveau de complexité supplémentaire. Je vous ai expliqué que la solution par apprentissage, en fait, ne résout rien, parce qu'elle souffre exactement des mêmes problèmes, puisque les jeux complexes tendent à soit ne pas converger du tout et rester dans une phase chaotique, soit converger vers un équilibre possible parmi un très grand nombre. Et donc la question de comment agréger ces décisions hétérogènes, en plus en présence d'interactions qui fait que nous sommes influencés par ce que font les autres, est un problème qui est à ce stade très ouvert. Et c'est un problème donc, auquel essayent de répondre les modèles d'agents, agent-based models. Mais en fait, dès qu'on a un système suffisamment complexe, on a ces équilibres multiples, on a cette dynamique lente dont j'ai parlé tout à l'heure, et les modèles d'agents, même s'ils permettent de jeter une lumière sur ces problèmes, sont confrontés en fait aux mêmes difficultés. C'est-à-dire que dans un modèle d'agent, on n'est pas sûr de converger vers un équilibre, on ne sait pas très bien quand on a plusieurs équilibres lequel le système va choisir et lequel est pertinent pour décrire le monde qu'on cherche à décrire. Alors, les solutions optimales sont souvent fragiles, ça me semble être une des leçons vraiment importantes et intéressantes de la physique des systèmes complexes, donc cette notion de stabilité marginale. J'en ai parlé à plusieurs reprises au long de ce cours. Vous vous souvenez peut-être du problème du restaurant, où le restaurateur avait une incitation claire à augmenter son prix jusqu'à un moment où cette solution disparaît et conduit en quelque sorte à un effondrement de son chiffre d'affaires. On a vu au cours précédent le modèle de Leontief de chaînes d'approvisionnement qui deviennent marginalement stables au moment où justement elles se raréfient, ou si on essaie d'optimiser ces chaînes d'approvisionnement en minimisant le nombre de contreparties, le système se retrouve dans un état instable. Les équilibres écologiques sont aussi marginalement stables. L'endettement en excès conduit à un système qui devient instable. C'est l'idée de Minsky, et qui plusieurs auteurs ont suggéré que c'était à l'origine de la crise de 2008. Il y a toute une littérature qui, justement, autour de ces jeux de la minorité suggère que toute la phénoménologie dont j'ai parlé au premier cours sur les marchés financiers, leurs anomalies diverses et variées, sont reliées
au fait que les marchés financiers sont marginalement stables, dans le sens du jeu de la minorité peut-être, c'est-à-dire que des marchés avec moins d'agents seraient profitables, avec plus d'agents ne le sont pas, et juste au point critique, ils se mettent à avoir ces propriétés d'états multiples et d'avalanches et de tremblements de terre, de tout ce que j'ai essayé de décrire dans l'ensemble de ce cours. Et puis il y a le vaste monde des constraint satisfaction problems, donc ces problèmes à satisfaction de contraintes. Et même si pour le moment les applications directes en sciences sociales ou en économie sont peu nombreuses et pas très claires, j'ai l'impression qu'effectivement ce sont des modèles tellement génériques qui décrivent la réalité de notre monde quotidien, où effectivement nous sommes soumis à des contraintes multiples. Je pense qu'effectivement ces modèles ont un avenir intéressant dans la modélisation des systèmes socio-économiques. Et puis en conclusion, donc c'est un transparent de conclusion qui est peut-être là où en quelque sorte je me mouille le plus, c'est que faire. Donc malgré les mises en garde de Keynes et d'autres, l'économie et la finance théorique a choisi depuis 70 ans, disons, le choix de la modélisation en termes de risque plutôt qu'en termes d'incertitude radicale. Et on peut l'expliquer de plusieurs façons. D'une part parce que l'outil probabiliste est performant et les outils pour manipuler des systèmes complexes le sont beaucoup moins, sont relativement récents, voire encore très balbutiants. Donc évidemment, on cherche toujours là où il y a de la lumière. Mais aussi parce que cette idée de complexité radicale ou d'incertitude radicale rend un certain nombre d'économistes ou de scientifiques très inconfortables, parce qu'on a un sentiment d'impuissance. On se dit, mais alors si on ne peut rien dire, finalement, à quoi ça sert de faire de la science? L'économie théorique, dans une telle situation, perd son aspect normatif et prescriptif, et donc c'est un réel problème. Ça demande une repensée, une refonte totale de ce pourquoi on imagine que la science économique ou la science sociale pourrait être utile. Et effectivement, je pense que beaucoup de gens sont réticents à l'idée de franchir ce pas parce qu'on est obligé d'abandonner tout un tas de méthodes auxquelles on est habitué et qui sont confortables, les processus stochastiques, le calcul probabiliste, etc., devient, disons, d'utilisation douteuse. Alors il me semble que, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'on ne peut rien faire du tout. Il me semble que c'est important de prendre conscience qu'effectivement, même dans des modèles simples, cette situation d'incertitude radicale apparaît spontanément. Et pour, en quelque sorte, contrer cette incertitude radicale, on peut faire plusieurs choses. Privilégier les scénarios possibles plutôt que des prédictions quantitatives sur des modèles précis mais qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Lister ce qui peut se passer dans un monde complexe, même si on n'a même pas les probabilités associées à ces événements, me semble extrêmement intéressant et important. Réduire les angles morts et donc adopter ce que Keynes disait « It is better to be roughly right than precisely wrong ». Me semble absolument, à nouveau, très moderne et très essentiel. Il faut essayer d'identifier les mécanismes à l'œuvre, en particulier les boucles de rétroaction déstabilisatrices et les instabilités systémiques, même si à nouveau on n'a pas de modèle très quantitatif, simplement pouvoir envisager l'existence de signes noirs qui en fait n'en sont pas, qui sont simplement une limitation de notre imagination plutôt qu'une vraie impossibilité, disons, philosophique d'envisager certains scénarios. Il me semble possible de faire beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès de ce point de vue-là pour effectivement, dans des systèmes comme les marchés financiers, identifier ces mécanismes de déstabilisation. Il me semble important de remplacer l'obsession de l'optimisation au profit de la résilience. J'ai essayé d'expliquer que dans un certain nombre de cas, l'optimisation conduit nécessairement à des points
d'instabilité. Et donc, au lieu de chercher simplement à optimiser une fonction d'utilité, il faut certainement essayer d'intégrer le fait que cette optimisation elle-même peut conduire à des instabilités et donc ne doit pas être suivie jusqu'au bout. Et puis finalement, imaginer des observables qui permettent de détecter des signaux précurseurs qui anticipent les effets collectifs. Et je voudrais terminer là-dessus. Quand Robert Lucas, en 2009, dit « The 2008 crisis was not predicted because economic theory predicts that such events cannot be predicted », c'était un plaidoyer pour la science économique. À mon avis, le fait que la théorie économique ne prédit pas de tels événements est réellement un problème et pas du tout à mettre au crédit de la science économique elle-même, mais au contraire à son passif. Et sur ce, donc, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 8 séances et je vous encourage à suivre le séminaire de Dawn Farmer dont on fera partir la vidéo d'ici un quart d'heure. Et donc le titre de son intervention, c'est « When do games and economies converge to equilibrium ?» Merci.